Il a épinglé une médaille sur ma poitrine, a souri pour les caméras, et a dit « Ma fille est une héroïne ». Mais, quelques minutes plus tard, je l'ai entendu dire à un général, devant la porte de ma chambre d'hôpital, « Elle n'est pas une héroïne. C'est un esprit brisé dans un uniforme. Nous aurions dû la laisser mourir là-bas. Ça nous aurait épargné cet embarras. » Ce moment a tout détruit. Alors, j'ai fait une promesse, juste là, dans ce lit d'hôpital. S'ils me voulaient silencieuse, je ferais en sorte que le monde entende chaque vérité, qu'ils ont essayé d'enterrer. Je m'appelle Greta Leher. J'ai 33 ans, je suis lieutenant dans la marine des États-Unis. Et, depuis ce matin, je suis récipiendaire de la Purple Hat. On m'a appris à me tenir droite, à saluer avec précision, et à ne jamais montrer de faiblesse. Du moins, pas là où ça pouvait se voir. Mais ce matin-là, j'étais assise dans un fauteuil roulant. Piégée dans un corps qui ne bougeait plus comme avant. Enveloppée dans un uniforme qui ressemblait plus à un costume, qu'à une armure. La laine rêche frottait contre le tissu cicatriciel encore frais. De longues lignes rouges sillonnaient mon dos, comme une carte que personne n'osait lire. Ma peau brûlait à chaque mouvement. Chaque fil hurlait contre le traumatisme, qu'il essayait de contenir. Les flashs crépitaient en succession rapide, faisant écho au chaos d'une embuscade. Mes yeux se plissaient involontairement. Les caméras s'alignaient dans la pièce comme une aide d'honneur. Leurs objectifs, froids et affamés, attendaient le cadre parfait. L'héroïne de guerre blessée, décorée, et obéissante. Le général Harris s'est avancé. Un mannequin de prestige militaire. Ses médailles brillaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il a épinglé la Purple Hat sur ma poitrine, avec une aisance qui m'a fait me demander combien de fois il l'avait déjà fait. Le lieutenant Leher a-t-il dit dans les micros. Une femme de valeur. Une inspiration pour nous tous. J'ai entendu les mots, mais ils ont glissé sur moi comme de l'huile sur l'eau. Ils ne m'étaient pas destinés. Ils étaient pour la presse. Pour le récit officiel. Pour les gens qui regardaient à la maison, et qui avaient besoin de croire que tout était sous contrôle. Mon père se tenait à ses côtés. Le colonel Daniel Leher. Impeccablement vêtu. Stoïque. La mâchoire taillée dans la pierre, et la posture digne d'un manuel d'instruction. Il me regardait comme un commandant inspecte une formation. Pas comme un père regarde sa fille. J'ai cherché quelque chose sur son visage, n'importe quoi. Mais, je n'ai trouvé que de la distance. Personne n'a mentionné les lésions nerveuses. Ni l'insomnie chronique. Ni la chaleur du métal brûlant sur la peau. Personne n'a mentionné Ruiz, ou Hartley. Ni le moment où le système de guidage Orion est tombé en panne, nous laissant exposés en territoire hostile. Cette vérité était trop désordonnée pour le journal du soir. Ils avaient besoin d'une histoire propre, et c'était moi. J'ai essayé de sourire. L'effort m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Les analgésiques se transformaient en boue dans ma gorge. J'ai dégluti quand même. Quelqu'un a applaudi. Un appareil photo a cliqué. Une infirmière a essuyé une larme. J'aurais aimé me sentir digne de tout ça. Après la cérémonie, la foule s'est dispersée dans un murmure poli, les talons claquant sur le carrelage ciré. Je suis restée en arrière. Toujours en uniforme, toujours souffrante. Mon corps s'enfonçant dans le fauteuil, comme s'il voulait disparaître dans le lino. La porte n'était pas complètement fermée. À travers l'entrebâillement, j'ai entendu la voix de mon père. Elle n'est pas stable, disait-il au général Harris. Calme, mesuré. Le traumatisme. Elle ne pense pas clairement. Elle voit des choses qui n'existent pas. Je suis fier de son service, bien sûr. Mais, elle devient un fardeau pour le corps de l'armée, pour la mission. Nous devons être pragmatiques. Mes poumons ont cessé de bouger. L'espace d'un instant, j'ai oublié comment respirer. Une pulsation froide et sourde a battu derrière mes tempes. Fardeau. Pas héroïne. Pas survivante. Pas fille. Juste un fardeau. J'ai agrippé la coudoir du fauteuil roulant. Le vinyle a grincé sous mes doigts. La chaleur est montée dans mon cou, faisant rougir mon visage. Mon estomac s'est noué, avec quelque chose de plus profond que la trahison. C'était l'effacement. Il était en train de me réécrire en temps réel. De défaire tout ce que j'avais enduré, tout ce à quoi j'avais survécu,
avec quelques phrases stratégiques. Il savait que je l'entendrais. Il le voulait. Il est entré dans la pièce quelques instants plus tard. Le même homme qui m'avait appris à lasser mes Rangers, à nettoyer un fusil, à saluer avec précision. Il s'avançait vers moi, comme si j'étais un énième soldat ayant besoin de discipline. Son visage ne trahissait rien. Pas d'excuses. Pas de regrets. Juste une inquiétude mécanique. Il a lissé la couverture sur mes jambes. « Reposez-vous, lieutenant » a-t-il dit. Son ton était sec, froid. Ne réfléchissez pas trop. La guérison est votre mission, maintenant. Laissez le commandement s'inquiéter du reste. Laissez le commandement l'enterrer. Laissez le commandement le déformer. Laissez-moi disparaître dans le silence. J'avais envie de hurler. De lui jeter la médaille au visage. De lui demander comment il pouvait échanger sa fille, contre un dossier impeccable. Contre l'illusion de l'ordre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que hurler, lui donnerait raison. Alors, je suis restée immobile, silencieuse. Les larmes sur mon visage, trahissant la guerre qui faisait rage en moi. La médaille sur ma poitrine ressemblait à un fer rouge. J'ai tendu la main vers elle. Mes doigts tremblaient, non pas de faiblesse, mais de retenue. J'ai appuyé sur le métal froid. Me demandant combien d'autres en avaient porté une, exactement comme celle-ci. Combien d'entre eux s'étaient sentis aussi vides. Dehors, le couloir était devenu silencieux. Mais à l'intérieur de moi, ces mots résonnaient. Elle n'est pas stable. Elle imagine des complots. C'est un fardeau. J'avais fait face aux tirs ennemis. J'avais sorti des blessés des décombres en feu. J'avais hurlé dans des radios qui ne fonctionnaient pas, pendant que le sang imbibait mes gants. J'avais fait tout ce pourquoi il m'avait formé. Mais rien ne m'avait préparé à ça. À la trahison en uniforme kaki, et en chaussures cirées. C'est ce jour-là, que j'ai réalisé que le vrai champ de bataille n'était pas là-bas. Il était ici, dans cette pièce. Dans la voix de mon père. Et, pour la première fois, je n'étais pas sûr de savoir, à quelle guerre il serait le plus difficile de survivre. Les bandages ont été retirés lentement, l'adhésif tirant sur ma peau par petits coups douloureux. L'infirmière était prudente, mais ça n'avait pas d'importance. Les cicatrices ne faisaient plus aussi mal qu'avant. Elles étaient devenues une partie de moi. Des lignes rouges en relief, comme des rivières sculptées par le feu. Elle a murmuré quelque chose de gentil, en refaisant le pansement. Mais je l'ai à peine entendu. Parce que, dans ma tête, le murmure de mon père résonnait encore, elle n'est pas stable. Mon regard s'est baissé vers le sol. Et, comme un lent ressac, les souvenirs m'ont entraîné vers le fond. Je me souviens du jour de ma remise de diplôme, à l'Académie navale des États-Unis, à Annapolis. Le ciel était d'un bleu irréel. Et le soleil tapait sur les rangées d'uniformes, comme un projecteur. Cela aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. J'avais saigné, pleuré, et lutté. À travers chaque test, chaque doute jeté sur moi. Non pas seulement parce que j'étais une femme. Mais parce que j'étais la fille de Daniel Leher. Mon père m'attendait sur le terrain. Sa posture, aussi droite que l'uniforme de cérémonie qu'il portait. Quand je me suis approché, il m'a serré la main. Une poignée ferme et professionnelle. Et il a dit, bien. Ne fais pas honte au nom Leher. C'était tout. Pas de sourire. Pas de câlin. Pas de « je suis fier de toi ». Juste un ordre, enveloppé dans un avertissement. Plus tard dans la soirée, lors de la réception de remise des diplômes. Je l'ai aperçu à l'autre bout de la pièce, avec un de ses vieux copains de la Navy. Il riait, les bras posés sur les épaules d'un jeune diplômé masculin, le fils de son ami. Celui-là, a dit mon père, la voix forte d'admiration. Il est l'avenir de la Navy. Je me tenais tout près, mon diplôme à la main, encore tout neuf dans son dossier. Le rire piquait plus que n'importe quelle insulte. J'avais survécu à Annapolis. 4 années à être sous-estimé. À entendre que les femmes n'avaient pas leur place, sur les navires, ou dans les salles de stratégie. J'avais tout enduré, en croyant que peut-être, juste peut-être, la ligne d'arrivée m'apporterait son respect. Ce ne fut pas le cas. Mais tout le monde ne me voyait pas à travers son prisme. Le professeur Callahan, si. C'était un homme plus âgé, avec une tignasse de cheveux argentés,
et une voix comme du cuir usé. Chaleureuse et stable. Il enseignait l'histoire militaire, et son bureau sentait le vieux papier, et le café brûlé. C'était un refuge auquel je ne m'attendais pas. Un après-midi, il m'a convoqué après le cours. Lieutenant Lear, a-t-il dit, en se penchant au-dessus de son bureau abîmé. Vous avez le regard d'un stratège, pas d'un simple soldat. Ne laissez personne, et surtout pas votre père, vous convaincre du contraire. Je me suis figé. Personne ne parlait jamais de mon père de cette façon. Certainement pas avec ce mélange de défiance et de compassion. Il m'a tendu un livre. L'Antiquité et Phra, au sujet de la reine Boadicée. Une guerrière qui a mené une rébellion contre les Romains. Le courage prend de nombreuses formes, a-t-il dit. Parfois, c'est foncer au combat. Parfois, c'est tenir bon dans une pièce remplie d'hommes qui pensent que vous valez moins qu'eux. Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Pas un feu. Plutôt comme l'aiguille d'une boussole, se stabilisant pour la première fois. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'étudiante, en passant mes doigts le long de la tranche en cuir craquelé du livre. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait. Non pas comme une fille ou un faire-valoir. Mais comme un leader, à part entière. J'ai emporté ce livre lors de chaque déploiement. Il est resté enfoui dans mon sac de paquetage. Même après que les pages aient commencé à tomber. C'était ma défiance silencieuse. Mon rappel. Des années plus tard. Après des déploiements, des médailles et des cicatrices gagnées dans le sable et l'acier, je suis rentré à la maison pour Thanksgiving. La maison était exactement la même. Façade blanche, cheminée en briques rouges. Un drapeau à l'avant, qui n'avait jamais touché le sol. À l'intérieur, la table était dressée avec de la belle porcelaine. Et, les odeurs familières de dinde rôtie, de purée de pommes de terre, et de sauce au canneberge, remplissaient l'air. Je me suis assise à côté de mon frère aîné, Andrew. Un conseiller en investissement avec des cheveux parfaits, et un rire suffisant. Il dominait la conversation. Avec des histoires d'acquisition de clients, et un truc sur l'optimisation fiscale. Mon père hochait la tête en signe d'approbation. Les yeux pétillants de fierté. Quand il y a eu une accalmie, j'ai pris la parole. Nous venons de terminer un exercice d'entraînement interarmé de haut niveau, dans le Pacifique. Je dirigeais la planification logistique. Un mouvement de théâtre assez complexe. Avant que je ne puisse terminer, il m'a coupé. Mange. On ne parle pas de travail à table. Ces mots sont tombés comme un coup près. Le silence s'est étiré, comme un élastique, à travers la pièce. Même Andrew s'est tu. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, le cœur battant. Un instant plus tard, ma mère s'est penchée, et a doucement déposé le meilleur morceau de blanc de dinde, dans mon assiette. Elle ne m'a pas regardé, mais ses doigts se sont attardés sur la fourchette. C'était une excuse douce et muette. Un petit acte de rébellion. J'ai mâché lentement, la gorge sèche. Cette nuit-là, allongé, éveillé dans ma chambre d'enfant. J'ai réalisé quelque chose de froid et de pesant. Je pouvais élaborer des stratégies pour des bataillons entiers. Anticiper les mouvements ennemis. Survivre à des embuscades, et mener des hommes 2 fois plus grands que moi, dans des zones de tir à balles réelles. Mais, je ne pourrais jamais gagner à cette table. Pas avec lui. Pas dans cette maison. J'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, cette nuit-là. Écoutant son doux ronronnement, comme s'il pouvait noyer le silence qui m'oppressait la poitrine. Chaque recoin de cette maison chuchotait des comparaisons. Des prix que je n'avais pas gagnés. Des normes que je ne pouvais pas atteindre. Des silences que j'étais censé accepter. L'ombre de mon père ne planait pas sur moi. Elle m'avalait tout entière. J'ai réalisé alors qu'il n'avait jamais été question d'être meilleure ou plus forte. Il s'agissait de ne jamais être assez bien. Pour le seul homme dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie. Cette douleur. Ce vide avait façonné chaque décision que j'avais prise en uniforme. Et, cela faisait toujours plus mal, que n'importe quelle cicatrice sur mon corps. La salle de physiothérapie de Walter Reed sentait l'antiseptique et la vieille sueur. Propre, mais jamais réconfortant. Des barres métalliques tapissaient les murs. Des miroirs aussi. Chaque fois que je levais les yeux, je voyais une femme que je reconnaissais à peine. Maigre, pâle et les yeux cernés.
sous une coupe militaire qui repoussait par plaque. Moi. J'ai agrippé le déambulateur des 2 mains, et j'ai pris une grande inspiration. L'infirmière à côté de moi a fait un signe de tête encourageant. Mais ses yeux se sont posés sur l'horloge. Comme si elle avait un autre endroit où être. La douleur a frappé, dès que j'ai transféré mon poids sur ma jambe gauche. Une traînée blanche et brûlante, du bas du dos jusqu'à la cuisse. J'ai serré la mâchoire et j'ai continué à avancer. 1 pas. 2. Puis, je me suis de nouveau effondré dans la chaise, le souffle court. Il m'appelait le dos de fer sur le terrain. Je portais un sac de 20 kilos sur 20 kilomètres, dans la chaleur afghane, sans scier. Maintenant, je pouvais à peine faire 3 pas sur du lino. Je suis resté immobile un instant, la sueur me coulant dans les yeux. Autour de moi, d'autres soldats effectuaient lentement leur routine de récupération. La plupart avaient des visiteurs. Femmes, maris, enfants tenant des cartes faites à la main. Un homme avait fait venir son Golden Retriever, pour lui remonter le moral. Le chien léchait son moignon bandé, et le faisait rire. Mon coin de la pièce était toujours vide. Mon père n'est jamais venu. Pas une seule fois. Il a envoyé un bouquet d'œillets rouges, blancs et bleus. Avec une carte de condoléances militaires préimprimée, merci pour ton service et ton sacrifice. Reste forte. Elle n'était même pas signée. Cette nuit-là, je me suis regardé dans le miroir de ma chambre d'hôpital. La personne qui me dévisageait avait mes yeux, mais il ne ressemblait plus aux miens. L'ennemi, en fin de compte, n'était pas seulement à l'étranger. C'était mon propre corps. Ma propre famille. Le système que j'avais juré de servir. Les nuits étaient les plus difficiles. Quand les couloirs devenaient silencieux, et que les médicaments se dissipaient. Je m'asseyais dans mon lit avec mon vieil ordinateur portable militaire. Je me connectais via des identifiants sécurisés, et je tapais les codes des rapports. Accès refusé. J'ai réessayé avec des variations. Accès refusé. Mes mains tremblaient. Pas de douleur cette fois, mais de fureur. J'y étais. Je commandais cette équipe. Et maintenant, je ne pouvais même pas lire les comptes rendus. Chaque tentative se heurtait au même mur. Page noircie, rapport censuré ou verrouillage total. La mission avait été enterrée sous la paperasse, et étiquetée et classifiée, sécurité nationale. Alors, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai ouvert un nouveau carnet de notes. Un de ces carnets bon marché à spirale, de la boutique de l'hôpital. Page 1. Ce dont je me souviens. J'ai tout écrit. Le terrain. La séquence des mouvements. Les dernières coordonnées connues. Les communications rompues. La façon étrange dont notre équipement a bogué, avant l'embuscade. L'odeur de la toile brûlée et du sang. La dernière blague de Ruiz, avant que le ciel ne s'enflamme. Mon écriture tremblait, mais je ne me suis pas arrêté. Ce carnet serait ma preuve. Ma mémoire. Mon arme. Parce que, s'ils voulaient me faire taire, ils allaient devoir effacer chaque mot, à la main. Quelques jours plus tard, j'ai déposé une demande officielle d'audience. C'est là qu'ils ont envoyé. Le major Thomas avait autrefois servi sous mes ordres. Il était plus jeune à l'époque. Novice, nerveux. Toujours désireux d'impressionner. Maintenant, il portait les barrettes de capitaine. Et, l'efficacité froide de quelqu'un qui grimpe les échelons. Il est entré en tenant un dossier Kraft d'à peine 1 centimètre d'épaisseur, et l'a jeté sur la table de mon lit. Voici l'examen final, a-t-il dit d'un ton plat. Échec opérationnel, dû à un dysfonctionnement matériel imprévu. Affaire classée. Je n'ai pas levé les yeux de mon carnet. Quel dysfonctionnement? Il a hésité. Erreur de relais de guidage. Quel sous-traitant? Il a eu un sourire en coin. C'est classifié. J'ai ouvert le rapport, et j'ai passé mes doigts sur l'encre noire, qui couvrait des paragraphes entiers. C'est une blague, ai-je dit. Non, lieutenant, a-t-il répondu. C'est le protocole. J'ai finalement croisé son regard. Il n'a pas bronché, mais il n'avait pas l'air à l'aise non plus. Votre père a signé ça, a-t-il ajouté. Juste pour que vous le sachiez. Je me suis figé. Et a tapoté le dossier. Mon conseil? Acceptez votre citation. Concentrez-vous sur la guérison.
Laissez tomber ça. Je l'ai fixé. Vous savez que je ne le ferai pas, ai-je dit. Il a haussé les épaules. C'est votre choix. Mais vous n'avez plus de coup à jouer, madame. Il a quitté la pièce. Je suis resté assise en silence. Mon stylo s'est arrêté au-dessus de la page. Puis j'ai écrit « Premier mur. Il y en aura d'autres. » Cette nuit-là, je suis resté éveillé. Écoutant le faible bip des machines, et le grincement des semelles en caoutchouc sur le carrelage. Le silence entre les deux semblait plus lourd que n'importe quel champ de bataille sur lequel j'avais été. Je me suis de nouveau souvenu de Ruiz. C'était le plus bruyant de notre équipe. Le gars qui faisait de terribles jeux de mots, dans les moments de vie ou de mort. Juste pour briser la tension. Il me faisait confiance. Ils me faisaient tous confiance. Et je les avais conduits dans un piège. À cause d'un système défectueux dont personne ne veut parler. Parce que quelqu'un avait pris une décision. Peut-être pour faire des économies. Peut-être pour respecter une échéance. Et mon équipe en avait payé le prix. Mais au lieu de réponse, je n'avais droit qu'à des pages blanches, et des visages de pierre. J'ai rouvert le carnet, et j'ai tourné sur une nouvelle page. Ce qu'ils ne nous ont pas dit. Et j'ai continué. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts se crispent. Jusqu'à ce que la douleur dans mon dos s'intensifie. Jusqu'à ce que l'infirmière baisse la lumière, et me dise de me reposer. Mais je ne voulais pas de repos. Je voulais la vérité. Et je savais au fond de moi, que cette vérité était enterrée sous des couches de protocole et de lâcheté. Des couches construites par des gens comme elle. Des gens comme le général Harris. Des gens comme mon propre père. La prière de la sérénité a résonné dans ma tête. Non pas venant de l'église, mais d'une plaque encadrée, qui était suspendue dans la cuisine de ma mère. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé là-bas. Mais, je pouvais changer ce qui allait se passer ensuite. Même si je devais le faire seul. Ça a commencé par un bourdonnement. Doux, à peine perceptible. Mon téléphone personnel, enfoui au fond du tiroir près de mon lit, s'est allumé pour la première fois depuis des semaines. Personne n'avait ce numéro. Personne n'était censé l'avoir. Je l'ai sorti. M'attendant à du spam, ou peut-être à un faux numéro. Mais le message était d'une précision glaçante. 15 Bishop S. Garden. Cathédrale nationale. Venez seul. N'en parlez à personne. F. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. F. J'ai fixé l'écran. Ça ressemblait à quelque chose tiré d'un vieux roman d'espionnage de la guerre froide. Ça pouvait être un piège. Un test. Ou une brèche dans l'impasse, qui s'était refermée sur moi comme du béton. J'ai dit à l'infirmière que j'avais besoin de prendre l'air. Elle a hésité. Vous n'êtes pas autorisé à sortir du site. Je ne vous demande pas la permission, ai-je répondu. Dehors, j'ai grimacé sous l'air vif du printemps. Alors que je me dirigeais en fauteuil roulant sur le trottoir. Chaque bosse sur la chaussée me secouait la colonne vertébrale. Mais j'ai continué. Chaque poussée de roue murmurant, presque arrivée. La cathédrale nationale se dressait au loin, ses flèches perçant le ciel gris. Je connaissais bien le Bishop S. Garden. Calme, protégé de la rue, niché entre des murs de pierre et des haies. C'était le genre d'endroit où les gens allaient pour faire leur deuil. Ou prier. Ou, apparemment, pour échanger des secrets. Il était déjà là. Un homme plus âgé en civil, assis sur un banc de pierre près des magnolias. La mâchoire carrée. La posture impeccable malgré son âge. Il n'a pas levé les yeux tout de suite, mais je l'ai reconnu. L'amiral James Foster. Je me suis figé. Une légende décorée lors de 5 campagnes. Le genre d'homme dont le nom était chuchoté dans les briefings classifiés. Mon père m'a dit un jour, quand Foster entre dans une pièce, les généraux se taisent. Maintenant, il était là. À m'attendre. Je me suis approché en fauteuil, le cœur battant. Lieutenant Lear, a-t-il dit, sans se retourner. Vous en avez mis du temps, monsieur. J'ai essayé de garder une voix stable. Il m'a enfin regardé. Des yeux bleus perçants. Aucune chaleur. Que de l'acier.
Vous creusez là où on vous a dit de ne pas le faire. Il faut de la stupidité, ou de la conviction pour ça. Je n'ai le luxe de ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Seulement des souvenirs. Il a hoché la tête, puis a demandé d'un ton plat, quelle preuve avez-vous, à part des cicatrices, et une histoire que votre père qualifie de délirante. J'ai sorti le carnet. Usé, taché de café. Rempli de cartes et de notes manuscrites. Je lui ai tout raconté. Les communications défaillantes. L'interférence inexpliquée. Les rapports censurés. Le refus de me laisser témoigner. J'ai même mentionné Ruiz, et le bug qui lui avait coûté la vie. Il n'a rien dit. Il a juste écouté. Je ne suis pas folle, ai-je dit pour finir. Et je ne reculerai pas. Il y a eu un silence. Puis une inspiration. Votre père, a-t-il dit lentement. C'était un bon soldat. Mais il vénère davantage l'uniforme que la vérité. J'ai cligné des yeux. Il a sorti quelque chose de son manteau. Un petit téléphone à clapet noir. Genre téléphone jetable. Cette ligne est sécurisée. Envoyez tout ce que vous trouvez. Je ne peux pas promettre la victoire, mais je vais me battre. J'ai pris le téléphone. Cela aurait dû suffire. Mais ensuite, il a dit quelque chose, qui m'a serré la gorge. Callahan était un de mes amis. Il m'a parlé d'une cadette avec une colonne vertébrale en acier, et un esprit aussi tranchant qu'une lame. Il a dit que s'il devait repartir en guerre un jour, il voudrait qu'elle soit à ses côtés. Il a fait une pause. Il n'avait pas tort. Les mots m'ont coupé le souffle. Des semaines de silence. Des semaines à être manipulé, rejeté, mis à l'écart. Même par mon propre sang. Et maintenant. De la part d'un homme que je connaissais à peine. Venait la seule chose dont j'avais le plus besoin, qu'on croie en moi. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le magnolia se balançant au-dessus de nos têtes. Le jardin était calme. À l'exception du bruissement occasionnel des feuilles, et du bourdonnement lointain de la circulation. J'ai réalisé que mes poings étaient serrés sur mes genoux. Lentement, je les ai desserrés. Quand j'ai enfin parlé, ma voix s'est brisée. Pourquoi m'aidez-vous? Foster a regardé le jardin. Comme s'il fixait des fantômes. Parce que la vérité compte. Et parce que j'ai vu ce qui arrive, quand on se débarrasse de bons soldats, pour des raisons de commodité. Il s'est levé. Je vous recontacterai. Et juste comme ça, il s'est éloigné. Se fondant dans les allées de pierre, comme une ombre. Je ne suis pas retourné directement à l'hôpital. À la place, j'ai fait le tour du domaine de la cathédrale en fauteuil roulant. Laissant la brise froide piquer mes joues. Pour la première fois depuis des semaines, la douleur me semblait être la preuve que j'étais encore en vie. Les dernières semaines m'avaient anéanti. Esprit, corps, identité. Mais ceci. C'était une fissure dans le mur. Pas assez grande pour s'échapper, mais juste assez, pour laisser entrer la lumière. J'ai pensé au livre de Callahan. À la reine Boadicée. À la résistance qui ne venait pas du nombre, mais du refus absolu de disparaître. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet, nom de code, Foster. J'ai consigné chacun de ses mots, ses yeux, son ton. La façon dont il m'avait testé, avant de m'offrir la moindre once de soutien. Il ne risquait pas seulement sa réputation. Il prenait des risques pour une femme, qualifiée de fardeau par son propre commandement. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait tout. J'ai regardé par la fenêtre, le ciel nocturne. C'était le même que celui que j'avais fixé 1000 fois, en déploiement. Essayant de me souvenir qui j'étais, en dehors de l'uniforme. Maintenant, je ne savais pas encore qui j'étais. Mais, je savais une chose, je n'étais plus seul. Et ça changeait tout. La salle commune sentait le désinfectant, et le café brûlé. Je m'efforçais maladroitement d'effectuer une nouvelle série d'exercices de marche. Chaque mouvement était une négociation avec la douleur. La télé était allumée, le son baissé. Des images scintillaient au-dessus de la cheminée. Puis, quelqu'un a monté le son. Point mesdames et messieurs, ce soir sur The Patriot's Voice, nous nous entretenons avec le colonel décoré Daniel Leher. Sa fille, le lieutenant Greta Leher, a fait les gros titres dernièrement, pour des affirmations controversées.
Je me suis figé. La caméra s'est tournée vers lui. Mon père. Assis bien droit, en grand uniforme. La posture irréprochable. L'animateur s'est penché en avant, la voix mielleuse. Colonel, votre fille est une héroïne de guerre. Mais, elle a porté de graves accusations, concernant sa dernière mission. Que pouvez-vous nous dire? Mon père a regardé directement la caméra. Son ton était posé, mais ses yeux gardaient cette platitude distante et familière. Ma fille est effectivement une héroïne, a-t-il commencé. Elle a servi avec honneur. Mais la guerre laisse des blessures, dont beaucoup sont invisibles. Greta souffre du syndrome de stress post-traumatique. Elle est vulnérable, et elle s'accroche à des théories du complot qui n'ont aucun fondement. En fait, ce dont elle a besoin en ce moment, ce n'est pas d'attention, mais de guérison. Il a fait une pause. Nous devons protéger nos institutions militaires des fausses narrations. Aussi personnelles qu'elles puissent paraître. L'écran a coupé pour la publicité. Mais je n'entendais plus rien. La pièce autour de moi était immobile. Tous les soldats, les infirmières, les visiteurs. Ils me regardaient tous. Mais pas avec admiration. Avec pitié. Avec doute. Mes genoux ont flanché. Et, j'ai dû m'agripper au déambulateur, juste pour rester debout. De retour dans ma chambre, le téléphone jetable a vibré sur mes genoux. C'était Foster. J'ai répondu avec des doigts tremblants. J'ai vu, a-t-il dit. Sa voix était grave, tendue. Il joue un sale jeu, utilisez votre père, c'était stratégique. Ça va rendre les choses 10 fois plus difficiles. Je suis restée silencieuse. Ils ne font pas que vous discréditer, Greta. Ils réécrivent l'histoire en ce moment même. Vous n'êtes pas une lanceuse d'alerte. Vous êtes une fille détruite, qui essaie de ruiner l'héritage de son père. Il n'a pas dit qu'il abandonnait. Mais j'ai entendu le changement dans son ton. Le doute. J'ai raccroché, avant de me mettre à pleurer. Les murs de ma chambre me semblaient plus resserrés que jamais. J'ai essayé de respirer. Mais chaque inspiration se bloquait dans ma gorge, comme des éclats de bois. J'ai ouvert d'un coup de poing l'armoire de la salle de bain, et j'ai fixé le miroir. Mon visage me semblait inconnu. Des coupures à moitié guéries. Des bleus qui s'estompaient. Des rides profondes, creusées par des nuits sans sommeil. Et sous tout ça, la honte. Pas pour ce que j'avais dit. Mais pour la façon dont ça avait été déformé. J'ai entendu sa voix à nouveau. Résonnant dans mon crâne comme un virus. Elle a besoin d'aide. Elle ne va pas bien. Le SSPT. Il a utilisé mes cicatrices comme une arme. Mon traumatisme comme un accessoire. Même l'ennemi n'avait pas fait ça. J'ai attrapé le verre d'eau sur mon plateau, et je l'ai jeté contre le mur. Il s'est brisé instantanément. Des éclats volant partout, captant la lumière comme des écharpes de glace. Je me suis effondré sur le sol. Plus de grades. Plus de titres. Plus de missions. Juste moi. Pleurant sur mes genoux. Ayant l'impression que la guerre avait enfin gagné. Le temps s'est brouillé. Je ne sais pas combien de temps, je suis resté assise là. Des minutes. Peut-être des heures. Assez longtemps pour que la pièce devienne sombre. À l'exception de la douce lueur du couloir. Une infirmière a frappé à la porte. Mademoiselle Léher, est-ce que ça va? Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable. Elle a ouvert la porte. Elle a vu le verre brisé, la blouse trempée, le regard vide sur mon visage. Je vais chercher quelqu'un, pour nettoyer ça, a-t-elle chuchoté, puis elle a doucement refermé la porte. Même elle, ne m'a pas demandé si j'allais bien. Ils croyaient déjà ce qu'ils avaient vu à la télévision. Les paroles d'un père, diffusées à des millions de personnes, avaient plus de pouvoir, que ma vérité écrite sur des centaines de pages de témoignages. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, les poings serrés. J'ai pensé à Foster, à la façon dont, même lui, avait hésité. J'ai pensé au silence des autres. Qui s'étaient tenus autrefois à mes côtés. Les gens avec qui je m'étais entraîné, avec qui j'avais saigné. Évanoui derrière des portes closes. Mais j'ai surtout pensé à mon père. Et, pour la première fois,
je n'ai pas pleuré parce qu'il ne m'avait pas cru. J'ai pleuré parce que j'ai enfin compris qu'il ne me croirait jamais. Pour lui, je n'ai jamais été Greta. J'étais un soldat à son image. Un reflet qu'il pouvait utiliser. Tant que je me comportais bien. Et maintenant. J'étais une fissure, dans son miroir parfait. Il n'a pas essayé de réparer le miroir. Il l'a brisé, et s'est assuré que tout le monde voit les morceaux. Je me suis assise sur le lit, les muscles hurlant de douleur, et j'ai de nouveau attrapé le carnet. J'ai tourné les pages de schémas, et de rapports. J'ai ouvert une nouvelle page. J'ai arraché l'ancien titre ce dont je me souviens. Et j'ai écrit, ce qu'ils vont essayer d'effacer. Parce que c'était ça, maintenant. Une guerre de la mémoire. Et j'en avais fini, de cacher la mienne. Même si je devais la hurler depuis les décombres dans lesquels ils m'avaient laissé. Même si je devais la saigner, sur chaque page. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils avaient tort. J'ai fermé le carnet, et j'ai regardé le verre brisé, qui brillait encore sur le sol. Demain, ils enverraient quelqu'un pour le balayer. Comme si de rien n'était. Mais je m'en souviendrai. Je me souviendrai du bruit qu'il a fait en se brisant. De la façon dont le monde s'est fendu avec lui. Et le moment venu, quand ils essaieraient d'enterrer la vérité, sous des médailles et des communiqués de presse. Je brandirai chaque éclat de ce verre, et je les forcerai à regarder, ce qu'ils avaient fait. Le silence, après le bruit du verre, était plus profond que tout ce que j'avais jamais entendu. J'étais assise là, recroquevillée sur moi-même au milieu des éclats, avec l'impression que quelque chose en moi s'était fissuré. Aucune alarme n'a retenti. Aucun bruit de pas à courant. Juste moi. Juste l'écho de la trahison, persistant dans l'air vicié de cette chambre d'hôpital. Et puis, de nulle part, un souvenir a percé le brouillard. J'avais 6 ans, enfoui sous une couette. Mes pieds froids frôlaient les jambes de ma grand-mère, alors qu'elle me lisait sa vieille Bible usée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa voix était douce. Inébranlable. Pas théâtrale. Juste stable. Comme une main tenant la mienne, dans le noir. Je n'avais pas repensé à cette nuit depuis des décennies. Mais maintenant, les mots résonnaient en moi, comme de l'acier contre de l'acier. Je n'étais pas religieuse, pas vraiment. Mais ces mots ne ressemblaient pas à des écritures saintes. Ils ressemblaient à un défi. Marche à travers. N'en aie pas peur. J'ai pris une inspiration. L'air m'a fait mal en entrant. Comme si j'étais resté sous l'eau trop longtemps. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. La ligne fixe, à côté de mon lit. J'ai répondu d'un geste machinal, sachant déjà. Lieutenant Leher a glissé la voix de et à l'autre bout du fil. Polie et suffisante. Sur ordre du général Harris, et avec le soutien de votre père. Vous allez être transféré vers l'aile psychiatrique sécurisée, pour un traitement ultérieur. Avec effet immédiat. Mes doigts se sont crispés. Vous remettrez tous vos appareils de communication personnelle à la porte, a-t-il ajouté. Nous pensons que c'est pour votre propre bien-être. Ils n'essayaient pas seulement de me faire taire. Ils essayaient de m'effacer. Et à continuer de parler, de politique et de protocole. Je n'écoutais pas. Dans mon esprit, la ligne était déjà tracée. Ils ne me mettraient pas dans une cellule capitonnée, en appelant ça de la compassion. Ils ne me donneraient pas de médicaments, pour me faire oublier. Ils ne transformeraient pas mon chagrin en diagnostic. J'ai raccroché, sans répondre. Et puis, je me suis levé, lentement, de manière instable. Mes dents du mur, et de chaque once de volonté qu'il me restait. Mon corps hurlait de protestation. Mais mon esprit était plus fort. J'ai traversé la pièce, jusqu'au miroir fêlé, là où le verre avait frappé plus tôt. Mon reflet était fendu en deux, aussi brisé que je me sentais. Je me suis regardé. Les yeux gonflés. Les blessures en cours de guérison. La femme dont tout le monde disait qu'elle était brisée. Et j'ai murmuré, non, vous ne gagnerez pas. La rage ne hurlait pas. Elle brûlait doucement. Contrôlée. Concentrée. Je me suis retourné. Soulevant l'arrière de ma blouse d'hôpital, juste assez pour voir la vague carte de cicatrice sur mon dos, dans le reflet brisé. Je n'ai pas tressailli. Elle n'était plus honteuse.
C'étaient des marques de survie. Je les ai fixées, et j'ai parlé. Non pas à quelqu'un de présent, mais à l'homme qui m'avait faite. Papa, ai-je dit doucement. Tu as choisi ton camp. Ma main s'est refermée sur l'un des plus gros éclats de verre sur le sol. Je l'ai pressé dans ma paume. Pas assez pour faire de réels dégâts, juste assez pour ressentir la douleur. Pour sentir quelque chose de tranchant. Quelque chose de vivant. Tu as choisi l'uniforme plutôt que la vérité. Et moi, je choisis la vérité. Plutôt que le sang. Plutôt que le silence. Plutôt que le confort, de tout laisser tomber. La piqûre m'a ancré dans la réalité. A éclairci mon esprit. Il n'était plus question de vengeance. Il était question de me souvenir. De ne pas les laisser réécrire l'histoire que j'avais vécue, juste parce que ça les mettait mal à l'aise. J'ai attrapé le carnet. J'ai tourné sur une nouvelle page. J'ai écrit en grosses lettres majuscules, ils ont essayé de m'enterrer. Puis, en dessous, mais je me souviens d'où ils se tenaient. J'ai souri, à peine. Mon corps tremblait, mais pas mon esprit. La vraie guerre n'avait pas encore commencé, mais moi, oui. L'équipe de transfert allait arriver à l'aube. Ça me laissait quelques heures. Des heures pour me préparer, pour écrire. Pour mémoriser chaque nom critique, chaque date, chaque fréquence. Pour m'assurer que, même s'il prenait le carnet, il ne pourrait pas effacer la vérité de ma tête. J'ai passé en revue mes notes, comme s'il s'agissait d'un briefing de combat. J'ai griffonné de nouvelles observations dans les marges. J'ai dessiné des cartes de mémoire. J'ai mis en évidence des schémas, que je n'avais pas vus auparavant. Désormais aiguisés par la rage et la clarté. Et j'ai envoyé un dernier SMS scripté, au téléphone jetable que Foster m'avait donné. Il me transfère. Isolement psychiatrique. Je serai injoignable. Gardez un œil sur elle. La vérité est toujours intacte. Il n'y a pas eu de réponse, mais je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, je me suis assise droite dans mon lit, lorsque les aides-soignants sont arrivés. 2 hommes en blouse bleu pâle. Expression douce et neutre. Ils s'attendaient à de la résistance. Ou peut-être, à m'administrer des sédatifs. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. Je vais marcher, ai-je dit. Ils ont eu l'air confus. J'ai répété, j'ai dit, je vais marcher. Pas de fauteuil. J'ai avancé lentement, mais délibérément. La douleur était réelle, mais c'était la mienne. Chaque boitement, chaque grimace, avait été mérité. Ils avaient essayé d'humilier mon corps, pour le soumettre. Au lieu de cela, je m'en suis servi pour faire passer un message. Je suis passé devant le poste de garde. La jeune femme, qui m'avait aidé à changer mes pansements la semaine dernière, a levé les yeux. J'ai croisé son regard. Elle a cligné des yeux. Puis, presque imperceptiblement, elle a hoché la tête. Je lui ai rendu son hochement de tête. Il y avait encore des témoins. Des gens qui voyaient ce qui se passait. Et je ne les laisserai pas tomber. Ils m'ont conduite jusqu'aux doubles portes de l'unité psychiatrique. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans le couloir. Pas par peur. Mais comme un soldat, qui repère le terrain avant la bataille. Puis, je suis entré. La tête haute. Couverte de cicatrices, certes. Mais plus jamais silencieuse. Et peut-être. Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez, ont déjà ressenti cela. Ce moment, où les personnes même qui sont censées vous protéger, vous élever. Serrent au contraire les chaînes autour de votre silence. Si vous vous êtes déjà assis dans cette obscurité. En vous murmurant, ce n'est pas comme ça, que mon histoire se termine. Alors vous comprenez déjà, pourquoi je me suis relevé. Au moment où est à raccrocher, j'ai su que le compte à rebours avait commencé. Il viendrait me chercher bientôt. Probablement avec des voix douces, et des porte-blocs. Peut-être même avec des contentions, cachés sous des draps pliés. Mais je n'allais pas attendre. J'ai attrapé le téléphone jetable que Foster m'avait donné. Mes doigts bougeaient plus vite que mes pensées. J'ai tapé seulement 2 mots, plan B. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. Le message a disparu dans le cryptage. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai sonné l'infirmière, Karen. Elle avait été gentille, une fois. Me glissant une couverture supplémentaire.
m'offrant le silence, quand les autres posaient trop de questions. Je pariais sur le fait que cette part d'humanité était toujours là. Quand elle est entrée, je n'ai pas parlé tout de suite. Je l'ai laissé voir la rougeur de mes yeux, la tension de mes épaules, la lèvre tremblante, qui n'avait pas besoin d'être simulée. Il me transfère, ai-je dit, la voix brisée. Il pense que je ne suis pas stable. Parce que j'ai réagi au fait que mon père est passé à la télé, pour me jeter au loup. Karen a hésité. Ses yeux ont fait un aller-retour, entre le couloir et moi. Je ne vous demande pas un laissez-passer, ai-je chuchoté. Je demande à pouvoir passer un appel téléphonique. À un avocat du JAG. C'est mon droit légal, avant tout transfert psychiatrique. S'il vous plaît. Elle s'est mordu la lèvre. 5 secondes ont passé, puis 10. Finalement, elle a hoché la tête. Je vais vous faire gagner 15 minutes. Et juste comme ça, j'avais remporté ma première victoire. 15 minutes ont suffi à Foster pour faire ce qu'il faisait de mieux. Exercer son pouvoir discrètement. Avec précision. Dès le lendemain matin, le transfert a été annulé. On ne m'a pas dit pourquoi. Mais je le savais. À la place, une enveloppe Kraft a été glissée sous ma porte. Aucune marque. Juste une seule lettre F, écrite au crayon. À l'intérieur. Une clé USB, et une seule page imprimée. David Chen, ancien ingénieur système en chef. Récemment licencié d'Orion System. Et en dessous, une note griffonnée, il aime le café noir. The Daily Grain. 8h30, c'était tout. Plus d'explications. Plus de filets de sécurité. J'ai plié la page, et je l'ai glissée dans mon plâtre. La clé USB est allée dans la doublure de ma veste. Cousue là, avec des mains tremblantes, et une épingle à nourrice. Ce soir-là, j'ai demandé une autorisation pour une séance de kinésithérapie. Mes constantes étaient bonnes, ma mobilité s'améliorait. Karen a signé pour une sortie supervisée. Mais, quand nous avons atteint le quai de chargement, j'ai reculé, j'ai laissé les portes de l'ascenseur se fermer. Et, j'ai disparu dans la cage d'escalier. Jamais la liberté n'avait eu l'odeur du diesel, et du béton froid. Le métro m'a emmené à Georgetown. Le café était coincé entre une librairie, et un pressing. Des murs en briques, banals. Un endroit où les gens ne lèvent pas les yeux de leurs ordinateurs. Exactement comme j'en avais besoin. À 8h35, il est entré. Je l'ai reconnu tout de suite. La photo était granuleuse, mais sa posture voûtée, et ses yeux fatigués, étaient incomparables. Il a commandé. S'est assis seul, près de la fenêtre. Je me suis approché lentement. J'ai glissé la clé USB sur sa table. Ils ont menti, ai-je dit doucement. Ils ont tué mon équipe, et ils ont menti à propos de votre système. David Chen m'a fixé. Son visage est devenu pâle. Pendant un instant, il a eu l'air de vouloir crier. Au lieu de cela, il s'est levé, a attrapé sa tasse, et est sorti. Sans dire un mot. Je suis resté assise là pendant 10 minutes de plus. Le souffle court. Le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Puis, je suis parti. De retour à l'hôpital, je n'avais aucune idée si j'avais échoué, ou si j'avais juste joué une main perdante. Mais cette nuit-là, le téléphone jetable a vibré une fois. Une notification cryptée de Foster. Ce n'était pas un message. C'était un fichier audio. Je l'ai écouté avec des écouteurs, sous les couvertures. Comme un enfant cachant une lampe de poche. Au début, de la friture. Puis, une voix que je ne connaissais que trop bien. Le général Harris. Oui. Il y a un risque dans l'interface de guidage. Mais, ce contrat est trop important pour être retardé. Si quelque chose tourne mal, ce sera qualifié de perte au combat acceptable. C'est le prix du progrès. Je me suis figé. Il l'avait dit à voix haute. Dans une pièce remplie de cadres. Et maintenant, j'avais l'enregistrement. Chen l'avait envoyé. Son silence n'était pas de la lâcheté. C'était du calcul. Il avait attendu de pouvoir bouger en toute sécurité. Anonymement. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine. Le souffle coupé, par une vague de quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis des semaines.
du soulagement. Ce n'était plus seulement ma parole contre la leur. Maintenant, il y avait une preuve. J'ai transféré le fichier 2 fois. Stocké des sauvegardes. Et je l'ai crypté en 3 exemplaires. L'armée m'avait appris la paranoïa. Et ce soir, je l'ai accueilli à bras ouverts. Mes larmes ont coulé lentement. Pas fortes. Pas dramatiques. Juste des larmes lentes, et régulières, qui brûlent sans sanglots. Je n'étais pas seul là-dedans. Quelqu'un m'avait cru, suffisamment pour agir. Le lendemain matin, le SMS de Foster est arrivé. Nous frappons bientôt. Reposez-vous pendant que vous le pouvez. Et pour la première fois depuis des semaines. J'ai dormi sans voir l'explosion. Sans entendre Ruiz hurler. J'étais toujours brisé. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus fort que la colère. J'avais de l'élan. Je me suis réveillé juste après l'aube. Je me suis assise droite dans mon lit. Et, j'ai commencé à me préparer. La phase suivante n'était pas seulement une question de vengeance. C'était une question de vérité. De justice. Et de récupération de ce qui avait été volé, à mon équipe. J'ai tracé des chronologies. Listé des noms. Cartographié des liens. Le dossier Kraft était maintenant usé, à force d'être manipulé. Mais, il était devenu mon classeur de briefing tactique. Je n'agissais plus sous l'impulsion d'une émotion. Je planifiais une mission. Il voulait m'étiqueter. M'enfermer. Me faire taire. Mais grâce à David Chen, et à Foster. J'avais maintenant une clé. Une faille dans la forteresse. Et j'allais la faire exploser de l'intérieur. Je suis entré dans la salle d'audience, du comité des forces armées du Sénat, comme si je mettais les pieds sur un champ de bataille. La salle sentait le vieux bois, et l'acier poli. Des caméras s'alignaient sur les murs. Chaque siège était occupé. Du personnel, des journalistes, des officiers en uniforme, et des civils en costume. Directement en face de moi était assis le général Harris, les cadres d'Orion System. Et, mon père, le colonel Leher. Ils avaient tous l'air sereins. Harris affichait un sourire en coin. La mâchoire de mon père était contractée, sa posture parfaite. Il s'attendait à ce que je cède. Le président a ouvert la séance avec des notes de procédure. Ensuite, l'avocat d'Orion a commencé. Son ton mielleux, plein d'une fausse inquiétude. Nous reconnaissons le service du lieutenant Greta Leher. Mais elle a été diagnostiquée avec un SSPT. Corroboré par des psychologues militaires. Son propre père. Un officier décoré. A exprimé des inquiétudes. Quant à son état mental. Nous compatissons à son traumatisme. Mais le traumatisme n'est pas une preuve. Je suis resté immobile. Puis, ça a été mon tour. J'ai ajusté le micro. Ma voix est sortie plus doucement que je ne m'y attendais. Mais stable. Je ne suis pas venu ici, pour susciter de la pitié, ai-je dit. Je suis venu ici, pour dire la vérité. J'ai décrit la mission. Le moment où le système de guidage s'est figé en plein vol. Les cris à la radio. La fumée tourbillonnant autour de nous. Alors que nous essayions de nous regrouper. J'ai parlé du dernier souffle de Ruiz. De la façon dont sa main a tremblé, avant de s'immobiliser. Ils ont appelé ça un dysfonctionnement technique. J'appelle ça de la négligence préméditée. Harris a bougé sur son siège. Mon père fixait droit devant lui. L'avocat d'Orion a ri sèchement. Une histoire émouvante, lieutenant. Mais avez-vous des preuves? Au-delà de souvenirs, et de cicatrices. C'était le signal. Foster, assis derrière moi. A fait un signe de tête discret. Mon avocat s'est levé. Monsieur le Président, nous en avons. Il a inséré une clé USB. Les écrans ont clignoté, puis l'audio a commencé à jouer. Au début, juste un brouhaha de fond. Puis, la voix incomparable du général Harris. Nous sommes conscients du risque lié à la navigation. Mais ce contrat est trop précieux pour être retardé. S'il y a une perte, nous la ferons passer, pour une perte acceptable. Le silence est tombé comme une guillotine. Le visage de Harris s'est vidé de ses couleurs. Les cadres d'Orion ont échangé des regards paniqués.
Le président s'est penché en avant, les yeux plissés. Mais moi, je n'ai regardé qu'une seule personne. Mon père. Il n'a pas scié. Mais je l'ai vu. Ce léger tressaillement. La fêlure dans l'armure. Pour la première fois, il ne m'a pas vu comme un soldat à contrôler. Mais comme une femme debout. Insoumise. Et, il a su qu'il avait choisi le mauvais camp. L'audio s'est terminé. La salle est restée figée. Je me suis levé lentement. Les jambes en feu sous mon poids. Sénateur, ai-je dit, la voix désormais assurée. Ils disent que je suis instable. À cause de blessures invisibles. Alors, laissez-moi vous montrer les visibles. Avec des doigts tremblants, j'ai détaché ma veste. Mon avocat m'a aidé à la baisser. Des halètements se sont élevés de l'assemblée. Alors que mon dos est apparu. Marqué de longues cicatrices déchiquetées. À vif. Indéniables. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce ne sont pas des inventions, dues à un traumatisme. Ce sont les conséquences de la cupidité. Du silence. De la lâcheté. Je me suis retourné, pour leur faire face. J'ai enterré 6 bons soldats. Je me réveille toutes les nuits, avec leur voix dans la tête. On m'a dit de me taire. On m'a dit de prendre ma médaille, et de disparaître. Je ne le ferai pas. Harris avait l'air pétrifié. Les cadres d'Orion fixaient le sol. Mon père regardait ses mains. C'est la première fois que je l'ai vu incertain. La commission s'est retirée pour délibérer. Les journalistes ont envahi le couloir. J'ai gardé les yeux baissés. Foster me protégeant du barrage de questions. Nous avons attendu dans une petite salle de conférence. La lumière tamisée. Les murs trop fins pour retenir le bruit. Foster n'a pas dit grand-chose. Il est resté près de la fenêtre. Les mains croisées dans le dos. Finalement, la porte s'est ouverte. Un membre du personnel est entré. Son expression indéchiffrable. Ils reprennent la séance. Je suis retourné dans la salle. Sous le poids d'un millier de regards. Le président s'est raclé la gorge. Lieutenant Leher, cette commission vous remercie pour votre franchise. Nous avons décidé d'ouvrir une enquête officielle. Sur la conduite d'Orion System. De plus. Le général Harris a été placé sous examen immédiat. Par le département de la Défense. Un temps est passé. Puis, des applaudissements. Hésitant au début. Puis plus fort. Pas de la part de tout le monde. Mais, de suffisamment de monde. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. C'était fini. Non. Ça ne faisait que commencer. Après l'audience, je me suis assis seul, sur un banc à l'extérieur du Capitole. Les marches en marbre brillaient sous le soleil de l'après-midi. Les touristes passaient. Ignorant que l'histoire venait de s'ouvrir, à l'intérieur. J'ai resserré mon manteau autour de moi. Sentant la piqûre des cicatrices sous le coton. J'ai pensé à Ruiz. À Simons. À tous les soldats qui avaient fait confiance au système, qui les avait trahis. Aujourd'hui, je n'avais pas seulement parlé pour moi. J'avais parlé pour nous tous. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Vous n'aviez pas tort. Merci. Pas de nom. Mais je savais. La vérité a une façon bien à elle de raisonner. De trouver des recoins qu'on n'aurait jamais imaginés. Je n'étais pas une héroïne. Je n'étais pas une victime. J'étais un soldat qui a dit la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps. J'ai eu l'impression que c'était suffisant. Alors que je me levais du banc, à l'extérieur du Capitole. Une rafale de vent a soulevé le col de mon manteau. Je me suis retourné, pour regarder le dôme scintiller au soleil, et j'ai pensé, ce n'était que la première bataille. Il y aurait des audiences. Des questions. D'autres ombres à pourchasser. Mais j'avais brisé le silence. Quelque part au fond de moi, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années a murmuré, « Tiens-toi droite ». Et pour une fois, je l'ai fait. Sans honte. Sans peur. Car, à partir de maintenant, la vérité m'accompagnerait. Les gros titres criaient victoire. Une lanceuse d'alerte,
qualifiée d'héroïne, renverse la vapeur contre un géant de la défense. Orion fait l'objet d'une enquête pour négligence criminelle. Le général Harris examiné par le DOD. Mais, dans mon appartement temporaire, près de Dupont-Circle. Entouré de meubles sans âme, et de l'odeur stérile d'une moquette neuve. Je ne ressentais que le silence. Pas la paix. Juste un vide résonnant. Le genre de vide qui suit une longue et assourdissante bataille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Texto après texto. Collègues. Journalistes. Des parents éloignés, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains me qualifiaient de courageuse. D'autres me demandaient des interviews. Puis sont venus les messages vocaux. Maman, sanglotant. Me suppliant de décrocher. Implorant mon pardon. Ton père. Il ne le pensait pas. Il a mal, Greta. Je t'en prie. Je n'ai pas répondu. J'avais plus besoin de silence, que de conclure cette histoire. J'avais besoin d'entendre ma propre voix à nouveau. Et, pas la version que tout le monde se faisait de moi. Parce que, même si j'avais gagné les audiences, la vérité, le public, j'avais perdu quelque chose, qui ne pourrait jamais être récupéré. J'avais perdu mon père. Quelques jours plus tard, une enveloppe manuscrite est arrivée par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur. Mais, j'ai reconnu l'écriture. Je l'avais vue sur des cartes d'anniversaire. Sur des rapports de citation militaire. Sur des post-it, collés sur le frigo, me rappelant de me réveiller pour les entraînements matinaux. C'était de lui. La lettre à l'intérieur était courte. Greta. J'avais tort. J'ai cru en un système qui ne le méritait pas. J'ai laissé la fierté me guider, là où l'amour aurait dû le faire. Tu as eu raison de parler. J'ai eu tort de douter de toi. S'il y a un chemin pour revenir vers toi, je le prendrai. Peu importe le temps que ça prendra. Papa. Son écriture était plus tremblante que dans mes souvenirs. Moins celle d'un officier supérieur. Plus celle d'un homme, dont les mains ne pouvaient arrêter le tremblement de la culpabilité. J'ai fixé la lettre, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je l'ai lue une fois. Puis une autre. Et encore une autre. Et, j'ai pleuré. Non pas des larmes de colère, ou de soulagement. Mais, de chagrin. Un deuil, pour ce qui aurait dû être. Pour le père dont j'avais besoin il y a des années. Pour le foyer qui n'a jamais vraiment existé. Une partie de moi, voulait prendre le téléphone. L'appeler. Courir vers lui. Mais ce foyer, avait toujours été conditionnel. Son approbation, avait toujours été accompagnée de silence. De soumission. De l'effacement de qui j'étais réellement. Pourrais-je lui pardonner? Oui, un jour. Pourrais-je lui faire confiance à nouveau? Non. Ce pont avait brûlé, avec trop d'intensité. Trop complètement. La lettre est retournée dans son enveloppe. Nichée dans un tiroir que je n'ouvrais pas souvent. Une semaine plus tard, j'ai accepté de le rencontrer. En terrain neutre. Un parc public au bord du Potomac, juste après le Kennedy Center. Là où la ville cède la place aux arbres, et aux berges du fleuve. C'était en début de soirée. Le ciel était d'un orange pâle. L'air avait cette vivacité du printemps, qui se transforme en été. Il était assis, seul sur un banc. J'ai failli ne pas le reconnaître. L'homme qui semblait autrefois, trop grand pour sa propre ombre, était maintenant voûté. Sa carrure, plus petite, plus fragile. La netteté de son uniforme avait disparu. Remplacée par une veste civile. Le gris grimpait rapidement sur ses tempes. Greta, a-t-il dit en se levant lentement. Je ne l'ai pas laissé parler davantage. J'ai lu ta lettre, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Et je te pardonne. Ses yeux se sont embués, mais il ne m'a pas interrompu. Je te pardonne. Non pas parce que ce que tu as fait était acceptable. Mais parce que je ne veux plus porter ce fardeau. J'ai besoin de paix. Mais, tu dois comprendre que les choses, ne redeviendront jamais comme avant. Il a fait un léger signe de tête. Les lèvres serrées. Je ne peux pas te laisser revenir dans ma vie, pour le moment ai-je continué. Peut-être même, jamais.
Pas parce que je ne t'aime pas. Mais parce que je t'aime. Et que l'amour. Le vrai amour. A des limites. Les miennes ont été franchies, à maintes reprises. Une brise a fait frissonner les feuilles, autour de nous. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. J'ai pris une lente inspiration. J'ai regardé vers le fleuve. Tu étais mon héros, ai-je dit. Toute ma vie. J'ai voulu que tu me voies. Et maintenant que tu le fais enfin. C'est trop tard. Ça fait mal. Mais je vivrai avec. Il a ouvert la bouche. Peut-être pour s'excuser. Peut-être pour supplier. Je me suis retourné, et je suis parti. Et pour la première fois, je ne me suis pas retourné. Ce trajet, du banc du parc jusqu'à la rue, était court. Mais, ça a semblé être la traversée d'un continent. J'avais déjà marché avec des poids sur les épaules. Des sacs plus lourds que mon corps. Des armes en bandoulière sur le côté. Mais rien n'avait jamais pesé aussi lourd, que cet au revoir. De retour dans mon appartement, je me suis assis seul. Pas de journaliste. Pas de projecteur. Pas de sénateur. Juste moi, et le ronronnement du réfrigérateur. J'ai ouvert mon journal, et j'ai commencé à écrire. Pas pour la commission. Pas pour Foster. Pour moi. J'ai écrit sur ce que signifiait prendre la parole. Ce qu'il en coûte de dire la vérité, quand personne ne veut l'entendre. Ce que signifiait de se choisir soi-même. Même si cela implique de s'éloigner des personnes, qui vous ont donné la vie. Cette nuit-là, j'ai dormi sans faire de cauchemar. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi comme un soldat, qui a enfin posé son arme. Non pas par défaite. Mais par décision. La guerre pour ma vérité était terminée. Et j'avais survécu. Le lendemain matin. Je me suis tenu près de la fenêtre, un café à la main. Regardant la lumière du soleil se déverser sur les toits de la ville. Washington bourdonnait en contrebas. Des klaxons, des bus. Des vies se précipitant, vers ce qui avait de l'importance ensuite. Et pourtant, je restais immobile. Non pas parce que je ne savais pas où aller. Mais, parce que j'avais enfin le droit de choisir. Pendant si longtemps, j'avais été poussé par le devoir. Tiré par les attentes. Façonné par le silence d'un père. Et le déni d'un système. Maintenant, il n'y avait plus que moi. Greta Leher. Vétérane. Survivante. Porteuse de vérité. Je n'étais pas guéri. Mais, j'étais vrai. Et peut-être que pour la première fois. C'était suffisant. Quelques mois après l'audience, le monde autour de moi avait changé. Ma proposition, farouchement soutenue par l'amiral Foster, a été officiellement adoptée dans la politique militaire. Ils l'ont appelée la clause Callahan. Un petit clin d'œil, au professeur qui avait le premier vu en moi, quelque chose de plus qu'un uniforme, ou un nom de famille. La clause Callahan a créé un canal de signalement indépendant, pour les militaires. Un canal qui contournait la chaîne de commandement. Et qui protégeait les lanceurs d'alerte des représailles. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. Ça n'a pas fait la une des journaux pendant longtemps. Mais, c'était réel. Et ça allait sauver des vies. Même si, la plupart des gens, ne sauraient jamais qu'elle existait. Quand j'ai appris la nouvelle. Je n'ai pas célébré. Je me suis juste tenu près de ma fenêtre, en silence. Quelque part dans le ciel bleu, au-dessus du Potomac. J'ai imaginé Ruiz avec un grand sourire. Ouah, applaudissant de manière sarcastique. Et Callahan, sirotant son café noir. On a réussi, ai-je murmuré. Et pour la première fois. L'air n'a pas semblé lourd. L'amiral Foster m'a contacté, peu après. Il a dit qu'il y avait un poste vacant, à l'Académie navale. Un nouveau cours, intitulé Éthique et leadership dans la guerre moderne. Il m'a dit qu'il était pour moi, si je le voulais. Pas parce que j'étais une héroïne. Mais parce que j'avais survécu. Parce que, j'avais quelque chose de vrai à enseigner. J'ai emménagé dans un appartement modeste, juste à l'extérieur d'Annapolis. Lors de mon premier matin là-bas, je me suis tenu devant le miroir. Une serviette drapée autour du cou. Pendant des années. J'avais évité les miroirs.
Surtout ceux qui montraient mon dos. Mais cette fois, j'ai regardé. Les cicatrices étaient toujours là. Des lignes rageuses de traumatisme cousues sur ma peau. Mais, elles ne brûlaient plus. Elles ne murmuraient pas la honte, ou la faiblesse. Elles disaient la vérité. Elles disaient, j'ai enduré. J'ai combattu. Et j'ai vécu. J'en ai touché une, doucement du bout des doigts. Pour la première fois. Je n'ai pas grimacé. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai simplement respiré. C'était suffisant. Pour mon premier jour d'enseignement. Je suis entré dans l'amphithéâtre, portant un chemisier noir, et un pantalon. Pas d'uniforme. Les visages qui me dévisageaient étaient jeunes. Fervents. Non brisés. Du même âge que j'avais. Quand je croyais que le courage provenait des médailles et des ordres. Bonjour, ai-je commencé. Ma voix n'a pas tremblé. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de tactique ou d'histoire. Nous allons parler de courage. Le genre de courage qui apparaît. Quand personne ne regarde. Le genre de courage qui dit la vérité. Même quand cela vous coûte tout ce que vous avez. Vers le milieu du cours, j'ai remarqué quelqu'un. Debout, près du fond de la salle. Un homme plus âgé en vêtements civils. Cheveux argentés. La posture droite comme un piquet. Je connaissais cette silhouette, par cœur. Mon père. Il n'a pas essayé de parler. Il est juste resté là, à regarder. Son visage était un mélange silencieux, de chagrin et de fierté. L'espace d'un instant, nos regards se sont croisés. Et, dans ce regard, je lui ai donné tout ce qu'il me restait à donner. Un petit signe de tête. Pas de mots. Pas de promesses. Juste, la reconnaissance qu'il essayait. C'était tout ce que je pouvais offrir. Je me suis retourné vers la classe. J'ai continué la leçon. Non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit, désormais. Mais, parce que j'y croyais. Parce qu'ils avaient besoin de l'entendre. Parce que, c'était important. Ce soir-là. Je me suis assise seule sur les marches du bâtiment universitaire. Regardant les dernières lueurs du jour, s'évanouir derrière les flèches d'Annapolis. J'avais traversé l'enfer. J'avais perdu des gens que j'aimais. J'avais lutté contre des géants. Mais j'étais toujours là. Non pas parce que j'étais la plus forte. Mais parce que, j'avais décidé de ne pas garder le silence. Et maintenant, je pouvais enfin me reposer. Parce que j'avais trouvé mon but. Non pas dans la bataille. Non pas dans la vengeance. Mais, en guidant les autres à faire ce qui est juste. Peu importe le prix à payer. Plus tard dans la semaine, j'ai erré seul dans les allées de l'Académie navale. Exactement comme je l'avais fait des années auparavant, en tant que cadette. Les bottes claquant sur les chemins pavés. La brise de la baie de Chesapeake sentait toujours le sel, et la promesse. Mais cette fois, je ne courais après l'approbation de personne. Je marchais aux côtés de fantômes, qui m'avaient déjà accepté. À l'intérieur de la chapelle, j'ai allumé une bougie. Non pas pour la religion. Mais pour le souvenir. Je me suis assise sur le banc du fond, et j'ai fermé les yeux. Pour Ruiz. Pour ceux dont les noms n'ont jamais figuré dans aucun rapport. Pour la version plus jeune de moi-même, qui pensait que survivre signifiait rester silencieuse. Une voix a brisé le silence. Madame. J'ai ouvert les yeux. Une cadette se tenait à proximité. Grande. Avec des taches de rousseur. Se dandinant nerveusement. Votre conférence, a-t-elle dit. Ça m'a fait réfléchir. Mon frère est dans l'infanterie. S'il arrive quelque chose un jour. Je veux être assez courageuse, pour parler. Je lui ai souri. Alors, vous l'êtes déjà. Alors qu'elle s'éloignait. J'ai senti quelque chose en moi, s'apaiser. Ce n'était pas seulement de l'enseignement. C'était de la guérison. Avant de rentrer chez moi ce soir-là, je suis passé devant un petit mur commémoratif sur le campus. Des noms gravés. Et, des fleurs en pierre. Je n'ai pas détourné le regard, cette fois. Je me suis tenu devant lui, avec une fierté tranquille. Il n'avait pas été oublié. Et moi non plus. La nuit précédant mon premier cours.
Je me suis assise avec une pile de vieilles lettres. Certaines provenant d'anciens camarades de l'armée. D'autres, que je n'avais jamais ouvertes. L'une d'elles était de ma mère. Elle m'écrivait qu'elle était fière de moi. Bien qu'elle n'ait pas tout compris. Ta force, a-t-elle écrit, n'a jamais été dans ton silence, Greta. C'était dans ta façon de continuer à te tenir debout. Je l'ai glissé dans mon sac. Il était temps. Je ne savais pas si je resterais à Annapolis pour toujours. Mais pour le moment, c'était l'endroit où je devais être. L'endroit où je pouvais reconstruire, non seulement ma vie, mais l'idée même de ce que signifiait le service. Alors, je me suis avancé. Non pas comme une survivante s'accrochant au passé, mais comme une femme qui avait enfin fait la paix avec lui. Et cette paix, c'était ça, la vraie victoire. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous avez dû quitter pour protéger votre paix, vous n'êtes pas seul. Je l'ai vécu. Et j'apprends encore à guérir. Une respiration à la fois. Si mon histoire vous a touché, pensez à vous abonner à cette chaîne. Il y a d'autres voix comme la mienne. Des histoires de courage silencieux, de choix difficiles. Et de victoires tranquilles. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce qui vous a aidé à trouver votre force quand le monde vous a tourné le dos.